Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. À tout savoir en 24 minutes, tu nous résumes l'actualité, Alexandre. Et c'est une nouvelle incontournable parce que c'est un conflit ferroviaire qui a eu des conséquences économiques d'un océan à l'autre, là. Quand on paralyse un chemin de fer, celui du CN, celui du CPKC en raison du lockout, c'est clair qu'à un moment donné, il y a des marchandises qui ne sont pas livrées. On évalue à peu près à 300 millions de dollars par jour d'impact économique. Les conséquences économiques, Ben oui. Ouais. Alors là, aujourd'hui, les employés de ces deux organisations-là doivent retourner au travail. Pourquoi? Ben parce que le tribunal indépendant, en fin de semaine, a tranché. C'est à la suite de la demande du ministre fédéral du Travail, Stephen McKinnon, qui a demandé un arbitrage exécutoire. Exactement. Et justement, la reprise des activités. Oui, le transport de marchandises va reprendre, Mario, mais on va pas régler et rattraper le retard en claquant des doigts. Tu sais, le spécialiste de l'industrie alimentaire, là, Sylvain Charlebois, qu'on reçoit souvent, le professeur Charlebois me disait la semaine dernière, dans une entrevue à LCN, qu'il calculait, lui, à peu près une semaine par jour. En d'autres termes, la reprise complète des activités normales, là, des chaînes d'approvisionnement, fallait calculer une semaine de rétablissement par jour. Donc là, on a eu un espèce... C'est jeudi, vendredi, on peut inclure la fin de semaine, samedi, dimanche, donc 4 jours de perturbation. Alors, c'est peut-être presque un mois avant que toutes les chaînes d'approvisionnement aient repris leur cours. Mais sur les conséquences économiques, j'en ai jamais douté, là, ça se voyait, mais quand la semaine passée, la Chambre de commerce des États-Unis a joint sa voix à la Chambre de commerce du Canada pour dire non, là, ça se peut pas. Là tu comprends, OK, c'est même les entreprises américaines qui reçoivent leurs matières premières, les usines américaines qui reçoivent leurs fournitures via les chemins de fer canadiens. Peut-être même que la Maison-Blanche a passé un coup de fil à M. Trudeau pour dire Justin, ça se peut pas. C'est sûr qu'il y a eu de la pression. Non, la pression, je pense qu'elle venait de partout. Oui. Là. Commerce de détail, manufacturier, États-Unis, mais même le train de banlieue, au bout de ligne, les gens qui attendent sur le trottoir, c'est des votes, Alexandre, pour M. Trudeau. Fait que la pression, elle venait de partout. Là. Tu parles du train de banlieue. D'ailleurs, ceux et celles qui le prennent aujourd'hui, là, EXO, les lignes 11, 12, 14, ça reprend selon l'horaire habituel. Il va y avoir quand même un service de navette, nous dit-on, pour pallier tout enjeu qui risque d'arriver si jamais c'est plus compliqué lors de la reprise du service. Mais dans les faits, aujourd'hui, ce qui se passe à la suite de la décision du tribunal, c'est que les conventions collectives qui étaient échues, là, on prolonge tout ça, le temps de conclure une entente entre les parties, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé pour autant. Là, le syndicat a dit, t'as une minute, là. Je ne sais pas si tu as entendu là, des extraits de la part de leaders syndicaux. Ouais, ils sont furieux. Ils sont furieux contre cette décision-là. Ont l'intention de contester ça devant la Cour. Je comprends, comme leader syndical, leur préférence, c'est toujours d'avoir le droit à tous leurs moyens de pression. Puis ça, je le comprends. Mais je trouve que ce qui a été imposé par le ministre du Travail, c'est un arbitrage exécutoire. Donc, on dit, reprise du travail immédiate, on prolonge, comme tu viens d'expliquer, on prolonge les conventions collectives passées, mais en attendant que l'arbitre, parce que c'est l'arbitre, dans le fond, ils ne sont pas capables de s'entendre, l'arbitre va trancher. Mais le Conseil canadien des relations industrielles, les arbitres là, qui sont là, je veux dire, c'est pas du monde anti-travailleur, là. Toutes ces organisations-là qui font de l'arbitrage, là, souvent, c'est fait d'anciens négociateurs, patronaux et syndicaux. C'est beaucoup des gens qui ont passé leur vie dans les relations de travail, ils ont passé leur vie dans les conventions collectives. Or, peut-on sérieusement présumer que ces gens-là vont dire l'employeur a raison sur tout, puis les travailleurs ont raison sur rien? Non, ils vont trancher la poire en deux, ils vont regarder. Tu sais, si, comme syndicat, tu as fait des demandes raisonnables, qui sont connectés dans la réalité économique, qui sont connectés dans le marché, dans ce qui est payé dans d'autres entreprises comparables, bien, tu devrais t'attendre à ce que l'arbitrage te dise regarde, on va t'en donner, on va couper la poire en deux, on va t'en donner une partie de ce que tu demandais. Alors, du côté syndical, on semble vraiment convaincu que le mécanisme d'arbitrage va leur donner tort sur tout. Je me dis, c'est quoi l'affaire? Ou soit que c'est parce que tu sais que tes demandes sont pas raisonnables. Tu dis, tu sais qu'un arbitre sérieux qui va regarder ça froidement va pas t'en donner beaucoup parce que tu demandes des... Mais moi, c'est le bout que je décroche, là, c'est le bout... Bon, qui vont contester devant les tribunaux, essentiellement. Il y en a eu souvent, mais là, ça peut prendre des années. Là. Les trains vont être sur les rails. Les trains vont être sur les rails pendant toutes ces années-là. Puis les tribunaux vont analyser en détail la situation de ce jugement, de cette décision du ministre du Travail. Donc, à suivre, mais ça ne pouvait pas durer. Et je vais dire que politiquement, si on conclut le sujet vraiment sur l'aspect politique, à la veille, puis tu vas nous en parler, à la veille de cette retraite fermée de son cabinet, en ce début de saison politique, M. Trudeau a eu l'air d'un chef.
M. Trudeau a eu l'air d'un premier ministre avec son cabinet. Ils ont eu l'air de gens responsables. Écoute, jeudi matin, il a dit que ça ne durera pas longtemps. Jeudi à 16h30, son ministre annonçait arbitrage exécutoire. On transmet ça à CCRI, puis on remet les trains sur les rails. Je trouve qu'ils ont eu l'air d'un gouvernement décisif. On ne peut pas prendre en otage l'économie d'un pays puis avoir aussi des conséquences sur les États-Unis. On va rester en politique. Mario, tu y faisais référence. Halifax, c'est la retraite du cabinet Trudeau. Ça se passe pour les 3 prochains jours. On prépare la prochaine session parlementaire. C'est dans un hôtel, pas dans un monastère. C'est un bel endroit quand même. Ils doivent être confortables, nos élus. Alors oui, on veut préparer la prochaine session, mais... c'est quand même difficile. C'est un gouvernement qui a quand même le vent dans le visage, malgré qu'il y a eu, cette décision-là, qui a quand même été profitable. Ça ne placera pas les sondages en une décision. Là. Des dizaines de sondages défavorables de suite pour le gouvernement Trudeau, qui sont plus favorables à Pierre Poilievre. Et là, ce qu'on va surveiller, entre autres, parce que ça fait aussi partie des discussions de corridor, c'est l'avenir de Pablo Rodriguez, qui est une figure importante de ce parti-là, mais qui est tenté d'entendre le chant des sirènes qui l'amènerait peut-être à la chefferie, dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Si je te fais une confidence, au Parti libéral du Québec, là, je parle, il y a des gens qui ont vraiment l'impression que c'est fait. Ah oui? Hein? Ouais, moi, j'ai des sources qui me disent qu'ils ont vraiment je pense pas qu'ils ont eu l'annonce, là, mais ils ont vraiment la conviction qu'il va y aller. Il s'en vient d'Ottawa. Ça va être à surveiller. C'est un allié très proche de M. Trudeau, un allié précieux, un allié de la première heure quand tout allait mal pour M. Trudeau. Parce que, tu sais, la mémoire est une faculté qui oublie. Nous, on se souvient de Justin Trudeau triomphant le soir des élections en 2015, qui a vaincu Stephen Harper. Mais un an avant, là, son parti était moribond. Là. Un an avant, le Parti libéral était 3e, était loin. Donc, il n'y avait pas beaucoup de lieutenants. D'un bout à l'autre du Canada, pas beaucoup de lieutenants là, qui étaient main dans la main avec Justin Trudeau pour dire on va trouver des candidats, on va leur bâtir le parti, puis on va y aller, puis on va gagner, puis on y croit. Et Pablo Rodriguez en faisait partie. Je dis ça pour dire, tu comprends, son départ devra être interprété pour M. Trudeau, là, à la lumière de ça, de dire, OK, les alliés forts de la première heure, ça va faire d'autres choses. Est-ce qu'il s'est déjà préparé un peu à ça, selon toi, lorsqu'il a un peu donné les rênes à François-Philippe Champagne, davantage de responsabilité là, pour la prochaine campagne? Lui aussi, il a pensé. Oui, lui aussi, il a pensé à s'en venir à Québec. La semaine passée, il a dit un nom qui semble définitif. Mais c'est une réunion de cabinet importante pour M. Trudeau. Y a pas, les libéraux sont disciplinés. Là. On a su que il y a un député qui a parlé, que ça avait grenouillé un petit peu à l'interne, mais on n'a pas eu d'indication vraiment de... Tu sais, mettons, au cabinet, là, ils voient les sondages, Alexandre. Ils voient les mêmes sondages. Oui, ils sont ministres, puis ils ont une vision pan-canadienne, mais n'oublions jamais qu'ils sont aussi députés, puis qu'ils ont une vision locale de... tu être réélu? La première question, là... T'as beau être ministre de n'importe quoi, puis qui t'a un ministère qui t'amène à faire le tour du monde... Ton point d'ancrage pour faire de la politique, c'est d'être élu dans ton comté. Puis dans certains cas, c'est ta paye aussi. Là. Si t'es pas indépendant de fortune, ta paye, c'est d'être élu dans ton comté. Alors si les sondages sont si mauvais que tu finis par te dire, Justin, on l'aime bien, on a fait un beau tour de manège ensemble, mais là, faudrait que tu laisses la place à un autre. Alors, est-ce que M. Trudeau a encore... Je pense qu'il est fort dans son cabinet, mais est-ce qu'il a encore la pleine confiance? Est-ce que... En tout cas, à mon avis, dans une réunion comme celle-là, c'est son occasion à lui... Si vraiment il veut rester, si vraiment il n'y a aucune hypothèse de partir, c'est son occasion de dire à son monde, là, je suis avec vous, puis on va se battre, puis de présenter un plan de match, puis qu'est-ce qu'on va faire pour remonter dans les sondages? C'est sa chance de garder la confiance de l'équipe. Un des gros enjeux au Canada, c'est la crise du logement. Puis ça se reflète dans cette annonce qui a été faite par les libéraux, par le gouvernement, une liste d'une 50aine de terrains et d'édifices, principalement des terrains et des édifices fédéraux que de pas utiliser à pleine capacité. Bien là, ils vont être convertis en logements à travers le pays. Ce qu'on veut faire avec ça, Mario, c'est de créer 250 000 nouveaux logements. Il y en aura 5 au Québec. Qu'est-ce que tu as pensé de cette annonce-là? Mais ça avait déjà circulé. Puis moi, je m'étais interrogé. En fait, la première question que je me posais, puis je suis vraiment pas un expert en construction, c'est, mettons que le gouvernement donne un édifice. C'est un édifice à bureau, puis on en fait du logement. On s'entend là, qu'il n'y a pas la plomberie, il n'y a pas de l'eau. C'est pas du tout... Y a-tu vraiment un avantage? En fait, serais-tu mieux carrément de donner un terrain et de partir d'un terrain vacant que de partir d'un édifice à vocation bureau? J'ai parlé avec un constructeur le printemps passé à LCN qui disait non, lui, il en a fait un. Je me souviens plus quoi, je pense que c'était à Québec. C'est concluant?
Ben, il dit c'est pas si pire, là. Tu sais, comme on dit, on strip ça, là. Excusez-moi l'anglicisme, oui. on strip ça au béton, là. Puis on repasse la tuyauterie, tout ça. Puis semble-t-il que c'est faisable, là. Parce que, oui, le fédéral a beaucoup de terrain, beaucoup d'édifices. C'est une des choses qui manque dans les villes, dit-on, là, il y a la durée pour obtenir les permis, mais il y a aussi un manque de terrain. Alors, si le fédéral se déleste de terrain et de bâtiments sous-utilisés, ça peut être une solution. Je pense pas, dans l'état du logement au Canada, je pense pas qu'on puisse se permettre de cracher sur aucun effort, aucune piste de solution. C'est la rentrée radio pour nous, mais c'est la rentrée scolaire aussi dans les prochains jours pour des milliers d'élèves à Montréal. Ça va se passer mardi. Et là, c'est encore l'éternelle question, Mario. Il va manquer combien d'enseignants qualifiés dans les classes au jour 1 de la rentrée scolaire? Il y a eu le point de presse, la sortie du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, il y a quelques jours, qui paraissait plus optimiste que l'année passée. L'année passée, là, c'était une catastrophe. On se dit, est-ce qu'on va réellement même avoir un adulte devant la classe? Là, les derniers chiffres, on aura une mise à jour cette semaine, là, mais on est à 3858 postes d'enseignants, toujours à 1000 combler. à Montréal, un peu plus que 1000 à Montréal. Ouais. Et là, les questions que plusieurs experts se posent, c'est quelles conséquences ça aura, entre autres, sur les élèves en difficulté. Les premiers de classe, à la limite, tu peux te débrouiller. Mais les élèves qui ont des retards d'apprentissage, qui ont des difficultés d'apprentissage, le fait de ne pas avoir un enseignant qualifié devant eux, devant la classe, quel impact ça aura sur leur cheminement? Bien, les enseignants, là, tu sais, ceux qu'on a appelés, qui n'ont pas tout à fait, soit qui ont déjà un bac là, dans une discipline, mais qui n'ont pas fait leur cours en enseignement, qui sont en train de le faire, je dois t'avouer que moi, je capote pas trop. Là. Je pense que moindrement qu'ils l'ont un peu dans le sang, la vocation d'enseignant, bien, je pense qu'il y en a des très bons là-dedans. Puis d'ailleurs, je voyais un reportage en fin de semaine, je ne me souviens plus où, mais tu sais, de quelqu'un qui disait moi, là, dans la salle de café, tu sais, j'osais même plus y aller. Puis ça... je suis toujours un peu mal à l'aise. On avait vécu la même chose quand le gouvernement avait formé en vitesse des préposés aux bénéficiaires. Je suis toujours un peu mal à l'aise parce que les autres avaient été très mal accueillis. Ils les appelaient les préposés. Dans le milieu de travail, les préposés à Legault. Puis ils étaient traités comme des êtres humains de deuxième classe. Puis là, tu te dis, t'as le goût de dire à des syndiqués, mais vous nous cassez les oreilles des années de temps. On manque de bras, on manque de monde, on est débordés. Puis quand les renforts arrivent... vous les accueillez mal. Ben, tu sais... vous les intégrez pas. Ben... tu sais, vous les traitez, vous les accueillez comme de la merde, là. C'est quoi, là? Puis, c'est un peu pareil dans l'enseignement. OK, des enseignants, là, on n'en formera pas avec de la pâte à modeler. Donc là, il y a des gens qui sont sur le bord d'être qualifiés, qui vont faire leur cours. J'espère qu'ils sont bien accueillis partout. Moi, mon inquiétude est plus avec les autres. On parle dans certains cas, l'année passée, le fameux adulte dans la classe, que quand t'as vraiment pas d'enseignants, là, t'avais des gens avec un secondaire 5, avec un cégep. Je sais qu'on nous dit, ouais, mais il y en a qui ont quand même un talent dans l'approche par rapport aux jeunes. Mais là, on s'éloigne, disons, de ce qu'on est en droit d'espérer d'un enseignant. Là. Et on va rester dans le monde de l'éducation. C'est dans le journal ce matin. 1000 plaintes et signalements envoyés au protecteur national de l'élève depuis l'arrivée d'un nouveau président. Là, c'est il y a quoi, 1 an à peu près qu'on a mis ça en place. Quelques chiffres. Actes de violence à caractère sexuel, 10 %. Intimidation, violence, 8,4 %. Règles de conduite publique et règlements, 7,8 %. Tu vois un peu le portrait. Et selon, justement, celui qui est à la tête de cette organisation-là, les chiffres seraient juste la pointe de l'iceberg. C'est pas tous les parents qui dénoncent, qui veulent vraiment faire une plainte ou quoi que ce soit. C'est pas tous les parents qui connaissent l'existence de ça, même le protecteur. Non, effectivement, parce que l'année passée, c'est ce que j'allais dire, c'est tout nouveau. Puis je me souviens, l'année passée, quand on parlait du protecteur de l'élève en ondes, on recevait tout de suite des courriels des gens qui nous disaient « Ah ouais, mais on sait même pas c'est quoi, c'est quoi l'adresse. » C'est quelque chose de nouveau. Ce qui fait aussi qu'au moment où on reçoit ce matin ces chiffres, ils sont difficiles à mettre en perspective parce qu'on n'a pas d'historique. On ne peut pas les ancrer dans un historique, on n'a pas d'historique. Là. C'est un nouvel organisme, une nouvelle façon de faire. On ne peut pas comparer avec une tendance de l'année passée. Mais qu'il y a de la violence dans les milieux scolaires, je pense qu'on le sait. Là. On a vu les reportages, on a vu, oui, c'est ça, avec les téléphones maintenant qui nous donnent des vidéos sur place, on sait ce qui se passe. Tant mieux si les protecteurs de l'élève permettent d'en régler un certain nombre de cas, puis tant mieux si on continue à faire connaître ce service-là, là, ce poste-là, que les gens puissent s'y référer aux besoins. On va se transporter à l'international. On a suivi ça. L'armée israélienne qui a mené des frappes dans le sud du Liban. Le Hezbollah a répliqué par la suite. Et là, commentaire du conseiller à la sécurité nationale des États-Unis qui, lui,
veut éviter une espèce d'escalade du conflit. C'est ce que plusieurs craignent. Jake Sullivan dit travailler pour éviter une guerre régionale et a lancé un appel à travailler pour une désescalade, pour remettre un peu de stabilité au Proche-Orient. Est-ce que c'est ce qui nous guette, Mario, justement, lorsqu'on on assiste à des répliques de part et d'autre de cette façon-là, et quand le Hezbollah s'en mêle? C'est déjà extrêmement tendu entre le Hamas et Israël depuis cette attaque survenue il y a quelques mois. Mais dès le début, ça s'était un peu comme calmé, mais dès le début, souviens-toi, là, dans les premières semaines du conflit, oui, il y avait Israël qui rentrait à Gaza, le Hamas, mais il y a eu des frappes, là, des échanges de tirs avec des groupes du Hezbollah dans le sud du Liban. Donc, parce que là, tu dis c'est une autre affaire. Là. Si tu embarques d'autres joueurs, là, la crainte, c'est toujours est-ce que tu pourrais te retrouver avec une guerre régionale, l'Iran là-dedans. Je sais pas. Presque un an plus tard, on a encore les mêmes craintes. C'est pas arrivé. Je pense que les Américains, les Américains veulent surtout pas ça. Parce qu'il y a une élection aux États-Unis. Parce que oui, moi. D'après moi, M. Blinken, le secrétaire d'État, là, il veut pas que Joe Biden, mais par ricochet, Kamala Harris, soit pris avec ça. D'autant plus que tout ce conflit-là divise le Parti démocrate. Donc, les pressions, depuis le début, sont énormes sur Israël là, pour essayer de calmer le jeu, mais là, doivent l'être plus que jamais. Mais je comprends qu'Israël a toujours la même réponse de dire, nous, il y a du monde qui ont des lance-roquettes tournés vers notre territoire. Des lance-roquettes installés, prêts à tirer, tournés vers nos villes. Il y en a peut-être encore, mais il y en a moins à Gaza, mais il y en a aussi au Liban. Le Hezbollah, il y a des groupes qui visent Israël tout le temps. À chaque fois qu'Israël démantèle ces installations-là, eux, ils ont l'impression qu'ils contribuent à leur sécurité future. Ouais, et tu parlais des Américains. Ça avait fait partie du discours de Kamala Harris, d'ailleurs, là, qui a dit on va toujours reconnaître le droit à Israël de se défendre. Oui. Alors, cette menace, elle est là. Et avant qu'on se quitte, Mario, au sport, les Canadiennes de football, 10e victoire en 11 matchs pour les Alouettes de Montréal qui ont vaincu les Elks d'Edmonton 21-17. Ça se passait au stade Percival Molson et c'était une soirée festive aussi parce qu'on honorait l'édition championne de la Coupe Grey de 1974. On avait un uniforme vintage, rétro, qui affichait... C'est très à la mode dans les ligues sportives. J'aime ça, hockey. J'adore tout le monde ça, aime ces ça. uniformes-là. Ouais. Puis c'était très, très beau. T'sais, on avait le logo Delta, on avait le logo vintage de TVA Sport, celui de Vidéotron. Alors, la cerise sur le Sunday, une très belle victoire, 21-17. J'étais là au match d'ouverture cette année. Je vais aux Alouettes de temps en temps. J'avoue que j'avais été impressionné. Il y avait rossé l'adversaire cette fois-là. Mais, on a dit que l'année passée, les Alouettes ont été transformées en cours de saison. Évidemment, ça les a menés à la Coupe Grey. On était quand même en droit de se demander cette année, c'est-tu pour vrai? Là, c'était-tu juste qu'ils ont eu une espèce d'élan de fin de saison miraculeux? Ou est-ce que vraiment ils ont construit une équipe solide avec... forcé de constater que, oui, ils ont repris cette saison là où ils l'avaient laissée. Résumer l'actualité en 20 minutes, c'est mission accomplie.